Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette émission Chemin de Traverse, la deuxième partie avec Olivier Risser. Olivier Risser, bonjour. Bonjour. Il ne faut pas confondre détour et égarement, ainsi que il n'est pas toujours trop tard pour aimer. Ce sont deux phrases extraites de votre livre L'épopée d'un camionneur, paru en avril 2023 aux éditions Mediapol. Alors c'est une chronique d'un routier qui se nomme Zachary, qui ignore qu'il est chevalier. C'est une histoire d'un homme qui, au long d'une épopée de 186 pages, est en instance de divorce. Il le vit très très mal, mais il va redécouvrir le chemin du pardon et de l'amour à travers la rencontre de différents personnages que nous avons commencé à évoquer dans la première partie. Olivier Risser, je rappelle que vous êtes né en 1973, vous êtes professeur de français en collège dans le Morbihan, et c'est votre troisième livre, Après la fée de Westerbork, et paru en 2020, et l'enfance aux éditions L'Enfance des arbres, et également donc le dernier livre où vous nous avez reçu, moi et l'auditeur, pour parler donc Eti Ilesum, un chant de vie par-delà les barbelés, aux éditions toujours L'Enfance des arbres. Olivier Risser, donc dans la première partie, on a campé les personnages, un peu le but de votre livre qui est redonner de l'espérance à des gens qui sont en instance de divorce, ou en tout cas qui vivent une grande solitude. On va parler maintenant un peu plus de sa fille. La fille de Zachary, c'est une adolescente de son âge, de son temps. Elle a 17 ans. Et donc, elle aime la poésie, c'est un peu plus original. Mais comment elle fait avec deux parents qui finalement se battent? En tout cas, il y a des sérieuses bagarres au point d'être en instance de divorce. Comment elle fait pour aimer la poésie? Est-ce qu'on fait pour aimer la poésie ou est-ce qu'on est appelé à aimer la poésie? C'est là la question. Eh bien, elle a connu la désunion de ses parents puisqu'ils sont en séparation. Et dans cette désunion, elle trouve un refuge. Et le refuge, c'est bien sûr la poésie. La poésie, c'est une éclosion, quelque chose qui permet une rencontre du monde, une rencontre essentielle de soi aussi, et un refuge dans la beauté. Et cette fille, elle ne cesse de dire à son père dans ses SMS, « Regarde comme c'est beau. Voici mon poème préféré. » Alors elle a toujours un poème préféré, ça change tout le temps. Ça montre aussi son enthousiasme. Elle a le feu divin, l'étymologie d'enthousiasme, c'est ça. Entheos. Elle a le feu divin, quand elle le lit, elle est complètement happée par ce regard coloré sur le monde. Maintenant, et c'est une chose que Zachary, le personnage, comprendra vers la fin, ces SMS qu'elle envoie, donc ces vers de poésie qu'elle envoie, ce n'est pas elle qui écrit les poèmes, elle les emprunte, alors tantôt à Louise Labbé, tantôt à Baudelaire, Rimbaud. Eh bien en réalité, elle les écrit, elle les envoie pour aider son père dans la tourmente. Et nous disions la semaine dernière, finalement elle est peut-être messagère, puisqu'elle envoie des messages, et bien très certainement, puisque on pense qu'elle fait ça parce qu'elle a envie de rentrer en contact avec son père pour montrer ce qu'elle fait au lycée ou ses lectures. Mais c'est bien plus profond que cela. Il va falloir donc à Zachary quelques détours, quelques épreuves pour le comprendre. Alors comment son papa, donc Zachary, accueille ses poésies? Est-ce qu'il n'a pas, si j'ose dire, un complexe d'infériorité? On pourrait l'avoir à moins, oui, puisqu'il n'y comprend rien, tout simplement. C'est vrai que les vers choisis, les vers qu'elle choisit ne sont pas forcément tous très simples. Je pense à celui de Rimbaud, « Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur couvert de caporal ». Bon, oui, le sens résiste un petit peu au départ et Zachary dit « Mais je n'y comprends rien du tout ». Il faut dire que c'est un peu dur d'isoler peut-être un vers d'un poème en entier. Tout à fait, mais elle a cette naïveté de la jeunesse, où elle voit finalement le petit trésor au milieu de tous ces vers, et elle en fait quelque chose de très puissant. Voilà, c'est ça qui l'anime. Alors, sauf pour Louise Labbé, où elle va, je dis pas réciter tout le poème, parce que c'est un sonnet, mais en tout cas les 8 premiers vers, les 2 quatrains. Mais sinon, ce sont des vers isolés.
Et même Laetitia, non? Son prénom, ça a un sens. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, nous en parlions lors de la première émission. Tous les noms que j'ai donnés à mes personnages et aux villes et même au nom de l'entreprise pour laquelle travaille donc Zachary, qui est l'entreprise Haute-Claire, tous ces noms ont un sens, souvent puisés d'ailleurs à l'épopée. Alors pour Laetitia, le sens est ce qu'il signifie étymologiquement, c'est-à-dire la joie. Donc effectivement, Laetitia, c'est la fille de la joie, et cette joie qui peut être plus que contrariée, anéantie par les querelles du couple parental, mais qui résistera malgré tout. Oui, et à propos de la joie, vous savez comment... quelle est la maxime de la radio, Olivier Risser, le temps que je cherche? Oui, tout à fait, la joie se partage. Exactement. Oui, alors des descriptions terribles, il y en a une quand même. Alors c'est un livre merveilleux, qui est un livre positif quand même. Mais à propos de la désunion dont vous parliez, la désunion ça commence d'ailleurs souvent par la désunion dans le couple, malheureusement. Page 133 de votre livre, donc l'épopée d'un camionneur paru en avril 2023 aux éditions Mediapol. Combien comme eux se livrait derrière cette heureuse formule une guerre sans merci, se demandait-il. Il se représenta, dans sa triste imagination, une salle spécifique dans quelques bâtiments de tribunal. Sur l'épaisse porte de cette salle, une belle plaque dorée l'indiquerait « Divorce par consentement mutuel ». À l'intérieur, 2 êtres se déchirant à qui mieux. Dans le couloir, quelques juristes passeraient sans rien entendre des hurlements de cette pièce soigneusement insonorisée. Il tournerait la tête vers la porte, lirait les mots sur la plaque et poursuivrait son chemin satisfait. Souriant à part lui, il se dirait que tout se passait, au final, pour le mieux. Terrible. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous cultivons, alors j'essaie de le dire sans jugement parce que c'est tellement compliqué, puis toute situation est tellement particulière, toute expérience de couple a son histoire et on ne peut pas juger, et d'ailleurs je ne pense pas qu'il faille juger, juste constater que notre société favorise probablement davantage la désunion que l'union. Parce que l'amour, c'est un sentiment. Mais ça ne peut pas, à mon sens, n'être qu'un sentiment. C'est aussi quelque chose qui est amené à porter du fruit. Et pour porter du fruit, parfois il faut passer des hivers avant que le fruit naisse. Il faut faire un effort pour rester. Il faut s'oublier. Il faut pardonner. Il faut se pardonner. Et tout ça n'est pas évident dans une société de l'instantanéité, une société du jugement hâtif, et puis de aussi la témérité, oui. Oui, et une société probablement qui manque de spiritualité. Vous disiez que ce n'est pas seulement un sentiment, l'amour, évidemment, on dit souvent d'ailleurs que l'amour sentimental dure 3 ans. Est-ce que la volonté n'embraye pas ? Est-ce que la volonté d'aimer ne doit pas embrayer ? On dit souvent d'ailleurs, par exemple en italien, en français on n'a qu'une expression, je t'aime. Oui. En italien on a ti amo et on a aussi ti voglio bene, je veux ton bien. Oui, tout à fait, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour aimer au long cours, comme ce camionneur au long cours, pour aimer toute une vie, eh bien il faut le vouloir, c'est certain. Il y a un facteur, peut-être ce qu'on pourrait appeler un facteur chance, un facteur rencontre, tout un tas d'éléments, mais je crois que la volonté est importante. Et c'est le sens d'ailleurs de l'amour qu'on lit notamment aussi dans l'Évangile. On a, alors même si ça déborde le cadre de l'amour conjugal, mais cette idée effectivement que l'amour pardonne tout. Saint Paul le dit aussi. 1 Corinthiens 13. Et aussi, il faut de la grâce peut-être, la grâce du mariage. Il faut la grâce, très certainement. Alors, ou du mariage, ou... et moi, à titre personnel, j'y crois. À un moment donné dans la vie, on est soutenu. Voilà. On évoquait le titre qu'aurait pu avoir le livre la semaine dernière, Le moine, l'ange et le camionneur. C'était le titre que j'avais choisi au départ. Il y a probablement dans nos vies des moments, même tout le temps, où nous sommes soutenus par l'esprit. Parfois, nous en avons l'intuition. Le plus souvent, nous ne nous en apercevons pas. Et notre camionneur, il a été très certainement soutenu. Parce qu'il va faire une rencontre qui sera déterminante. Et dans la narration,
il est dit qu'il change de route au dernier moment, sans même savoir finalement si c'est lui qui choisit. Il est plus subi que agissant. Et là, on peut penser à l'intervention d'un ange, pourquoi pas. Comment peut-il donner de la joie quand il a été cogné, quand on reçoit des coups? Je reviens à nous-mêmes. C'est la question qu'un homme se pose, un routier. Est-ce que la poésie peut apporter son lot de réponses, Olivier Risser? Très certainement. Parce que la poésie, elle finit par nous faire voir les choses telles qu'elles doivent être vues. Avec la beauté dans l'œil. Et la beauté... Alors, il ne s'agit pas simplement des petites fleurs qui sont belles, mais c'est déjà une beauté et qu'il faut savoir cueillir, pour filer la métaphore. Mais la beauté aussi de la difficulté, l'acceptation de soi. Et finalement, ce camionneur, il va, dans l'épreuve, être converti à la poésie, en l'occurrence par sa fille. Donc là, vous avez tout un symbole, puisque il y aura une transmission qu'on découvrira à la fin, et qui, à mon avis, est de nature à surprendre positivement le lecteur, mais aussi se laisser enseigner par plus petit que soi et pourquoi pas par ses enfants. Et nous avons l'étymologie du poème, qui est poema, la création, le fait de faire quelque chose, le fait de créer. À partir de rien. À partir de rien, exactement. Eh bien lui, il va réussir à partir de pas grand-chose, à partir de débris, à créer quelque chose de beau, grâce à la poésie qui lui vient régulièrement de sa fille. Et qu'au départ, il décide de mettre de côté, car vous parliez de sentiment d'infériorité, il ne se sent peut-être pas digne, pas capable, il n'a pas le temps de s'arrêter ou ne veut pas prendre le temps de s'arrêter. Et finalement, il va découvrir dans cette poésie de quoi le remettre en selle, si je puis dire, et le faire aller vers l'espérance. Oui, et puis il y a cette rencontre, donc on l'avait dit lors de la première partie de l'émission, Olivier Risser, avec cet homme, ce routier à la retraite, qui lui dit, bon, prends le temps aussi de t'arrêter, d'aller moins vite, pas de s'arrêter, mais en tout cas d'aller moins vite, et d'apprécier la beauté de la nature. Oui, cette rencontre est déterminante, c'est pas pour rien que c'est un routier à la retraite. Et c'est un homme qui va lui dire, il emploie souvent un mot, qui est le mot caravansérail. Et c'est un lieu de repos, c'est un lieu où on doit se reposer. Il va lui apprendre tout un tas de choses, avec une métaphore également sur le jardinier qui finit par ne pas tuer la taupe, parce qu'il apprend à écouter le chant, et c'est comme ça qu'il apprend à écouter le chant des oiseaux. Donc il y a l'idée d'une pause, l'idée d'une acceptation, et l'idée que, en effet, on peut espérer dans toutes les épreuves une pause qui permette d'aider à reconstruire une vie. Alors, je parlais tout à l'heure de l'onomastique, du choix de mes mots, de mes prénoms. Il s'appelle Macaire, cet homme, Macaire, qui est un fondateur d'un monastère en plein désert. Oui, et vous parliez donc de la transformation de Zacharie, donc le routier en poète, mais carrément, on peut dire que la lettre de la fin, une lettre qu'il écrit à un moine, elle est d'une beauté époustouflante. Alors, je vous remercie pour cette appréciation. J'ai essayé d'écrire à la fois comme pouvait écrire le routier, il y a quelques maladresses dans l'expression, dans la syntaxe, et en même temps, on voit qu'il est porté et on voit qu'il allait vers l'humilité. Ça m'amène à un point important sur l'humilité. Et c'est aussi pourquoi j'ai souhaité rendre hommage au camionneur, car c'est l'image de l'humilité. Et la personne qu'il rencontre, cet homme, ce routier à la retraite, eh bien, il a été, à la fin de sa carrière, conducteur de camion poubelle. Et là, si on prend l'étymologie d'humilité, humus, la terre, on ne peut pas faire plus bas, si je puis dire. Et il le dit, mes parents me disaient, surtout ne sois jamais éboueur, si tu ne travailles pas à l'école, tu deviendras éboueur. Eh bien là, c'est le sens du service. Oui, surtout qu'à Vannes, il démarre, et j'ai appris à 2h30 du matin. Exactement. Il y en a qui écoutent, on les salue, j'en connais un particulièrement. Oui, très bien. Donc effectivement, voilà, c'était important pour moi de défendre aussi cette idée des gens qui sont méconnus, mal considérés, et ces vies individuelles et anonymes dans lesquelles on peut voir des épopées
vers le pardon et vers plus grand que soi, qu'on ne soupçonnerait pas. Olivier Risser, vous avez dit que vous étiez intéressé à ce métier de camionneur. Comment avez-vous fait ? Alors, comme je le disais la semaine dernière, au départ, c'était juste une métaphore, choisir un camionneur. Et puis, je me suis dit, il faut par souci de vraisemblance, il faut que je me renseigne. Donc, je me suis documenté. J'ai trouvé des livres sur les camionneurs. Et il en existe quelques-uns. Et j'ai interviewé des camionneurs et surtout un camionneur qui a accepté à plusieurs reprises de répondre à mes questions et qui m'a permis d'écrire au plus près de leur métier. Aujourd'hui, j'ai mis des extraits du livre entre les mains de plusieurs camionneurs, des personnes que je ne connais pas. Les réseaux sociaux m'y ont aidé et j'ai eu la bonne surprise d'entendre, mais c'est exactement ça, c'est notre quotidien, ça se passe exactement comme ça. Donc pour moi, c'était important. C'était pas dans le projet d'écriture, mais voilà, c'est une écriture qui m'a pris du temps parce qu'il y a eu des temps de pause. Le temps faisant, j'ai vraiment eu envie de rendre hommage. Alors, par ce métier de camionneur, mais aussi par tous les métiers de solitude déconsidérés, parce que notre société a tendance à mettre un peu de côté. 2 recensions dans la presse nationale camionneur, d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. À prévoir sur fin avril. À part la symbolique des noms dans votre livre, il y a aussi l'importance des éléments, par exemple l'eau. Alors le camionneur, il ne s'en sert pas simplement pour lustrer son cheval, son camion. Il y a aussi un symbole. Oui, alors on peut revenir rapidement sur la narration. La narration centrale, puisque c'est une narration enchâssée entre le prologue et l'épilogue, la narration principale dure une semaine, la semaine d'un camionneur. Et 7 jours, c'est pas non plus un hasard, c'est la durée, symbole de la durée de la création. Au milieu de ces 7 jours, il va se produire quelque chose pour le camionneur, à un endroit bien précis. La semaine passée, nous évoquions le lieu-dit Roncevaux, qui n'est pas le Roncevaux des Pyrénées, mais le lieu-dit de centre de la France, qui se trouve être, qui existe et qui se trouve être à côté de l'Essonne, ce petit fleuve du centre de la France. Et le camionneur, pour une raison que je ne dévoilerai pas là, va s'y rendre à pied. Il va se rendre près de l'Essonne, qui est encore à ce moment-là un petit ruisseau. Et il va découvrir avec l'eau du fleuve, enfin du ruisseau, l'eau qui coule, une vérité qui sera à ce moment-là une éclosion d'amour, en touchant l'eau, en recevant l'eau. Alors évidemment, on va penser tout de suite au baptême, même si on ne se baptise pas soi-même, mais il y a quelque chose de cet ordre, du renouveau, et il y a aussi, dans l'inspiration de mon écriture, un emprunt au psaume 1. Alors, le lecteur n'est pas censé ni connaître le psaume 1, ni saisir directement l'emprunt, mais il y en a quelques-uns dans le récit. Nous avons dit tout à l'heure que le camionneur était finalement à un moment donné dans sa séparation conjugale, livré au ressentiment, à la colère, à la tristesse, et que finalement il parviendra à dépasser cela pour aller vers le renouveau, l'amour, le pardon. Eh bien à ce moment-là, il va comprendre, mais avec cet élément-là aussi, qu'il faut avancer et toujours aller vers l'esprit, le pardon. Et ce psaume, justement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Et je passe ces 2 versets suivants. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Or, notre camionneur, à un moment donné, pris dans sa propre tragédie momentanée, eh bien, se replie et finit par être méchant. Il y a une sorte de colère, de haine qui irradie négativement sur ses relations. Mais à un moment donné, il va dépasser cela et il va comprendre quelque chose d'important. Et là, le symbole de l'eau qui coule dans l'Essonne, c'est le symbole justement de ce psaume, le renouveau permanent et non pas l'eau stagnante. Juste avant, dans l'économie du récit, il va livrer une carrière, un endroit où on fait du sable, et dans cette carrière, il y a une eau stagnante, et dit d'ailleurs d'un aspect douteux.
Donc il y a bien une opposition dans le récit entre cette eau stagnante, et là où il est encore si j'ai envie de dire dans le péché, dans ce qui sépare, et l'eau qui coule, puisque dans justement la sablière, il a rencontré deux personnages avec lesquels il n'a pas été tendre. On a l'impression, Olivier Risser, à vous lire qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension dans votre livre. Oui, alors je l'ai voulu comme ceci, et en même temps, j'espère et je veux qu'il puisse être lu et apprécié surtout, sans avoir forcément recours à tous ces niveaux de lecture, parce que sinon ce serait un jeu de labyrinthe et ça n'aurait plus rien d'intéressant. On n'est pas dans Inception, le film. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a quelques niveaux de lecture symbolique. Et là, donc, votre question m'amène à traiter cet aspect, puisque avec le psaume 1, mais aussi avec la carrière où le camionneur s'arrête pour faire une livraison, car c'est une sablière. Et il va rencontrer une secrétaire et un homme de quai, un cariste, avec lesquels il aura quelques dialogues très courts, très stéréotypés, et il va porter un jugement hâtif sur ces personnages-là, finalement. Jusqu'à se rendre compte que, alors que lui les voyait de façon très négative, et très détachée aussi, ils vont lui apporter quelque chose qu'il ne soupçonnait pas. Elle va lui dire un vrai bonjour avec un vrai regard et un vrai sourire, elle lui apporter de l'humanité, et lui, le cariste, va lui conseiller un trajet en disant c'est beaucoup plus joli par là. Et c'est là qu'il rencontrera cette forêt, cette pause et ce fleuve. Donc, carrière, sablière, oui, c'est une sablière, et au niveau symbolique, pour ceux qui le savent, une sablière, c'est aussi une poutre horizontale que l'on trouve dans des chapelles, dans des églises. Il en reste quelques-unes en Bretagne, comme par exemple la chapelle de Pont-Aven. Et sur ces poutres, étaient représentés des combats spirituels. À propos de communication entre un papa et sa fille, quelque chose qui est devenu classique, donc on a dit les SMS, je crois dans la première émission, page 123, donc, mais comment œuvrer, je vous cite, mais comment œuvrer avec cet appareil à la peau si rigide, il parle du smartphone, si lisse, avec des mots qu'on a trop souvent peur de mal manier, et de si gros doigts si maladroits. Alors c'est pas le cas des adolescents qui sont quasiment les doigts hyper rapides et tout ça. Oui. Mais comment, voilà, est-ce que la fonction du SMS donc n'est pas détournée? Au début c'était rendez-vous à tel endroit, ou bien oui non. Est-ce que c'est facile d'exprimer même des sentiments via les SMS? C'est impossible peut-être, ou c'est maladroit, ou c'est risqué. Et c'est pourquoi d'ailleurs le livre commence par un malentendu. Il reçoit un SMS. Le lecteur doit deviner qui écrit le SMS, heureux, soit heureux. Et lui, il ne le reçoit pas du tout comme il devrait le recevoir probablement. Et il s'irrite contre cette façon un peu trop aisée, un peu trop rapide et désincarnée de s'exprimer. Il aurait voulu quelque chose de plus important, un vrai face-à-face, une vraie parole, le souffle d'une parole. Et le mot souffle est employé à ce moment-là du récit. Les SMS n'ont pas de souffle. C'est d'ailleurs aussi ce que conseille le routier retraité à un moment donné. Il parle de la parole de l'homme, je crois, non? Oui, tout à fait. Il dit « on ne peut pas vivre sans la parole des hommes ». Donc il l'invite à revenir vers la parole des hommes et à cesser de s'enfermer lui-même. La parole, c'est le son. La parole, c'est le son, c'est aussi le son. Et à un moment donné, que comprend Zacharie par rapport à l'exaspération qu'il éprouvait vis-à-vis de l'appareil, le smartphone et les SMS, c'est que ça ressemble terriblement à ce qu'est devenu son cœur. Quelque chose de sec, quelque chose de peu caillouteux, et quelque chose qui s'exprime peu et qui a tendance à balancer un peu trop rapidement des mots ou à les balayer. Il y a aussi le rôle très émouvant du père, du papa, qu'on va découvrir dans la deuxième moitié de votre livre, Olivier Risser. Votre livre, c'est L'épopée d'un camionneur, paru en avril 2023 aux éditions Mediapol. Donc le rôle de papa, quand il finit son épopée, donc à la fin, je crois que c'est samedi, il retrouve sa fille de 17 ans, Laetitia. Pas évident de lui parler pour, je cite, un père à la quinzaine, et je cite encore, un père célibataire longue distance. Oui, il y a ici une dimension importante du récit, qui est celle de comprendre la souffrance que peuvent avoir des parents. Alors, il se trouve que c'est souvent des pères qui ne reçoivent plus leur enfant qu'une fois toutes les 2 semaines, mais peu importe que ce soit un père ou une mère, et cette difficulté de conserver le lien,
cette impression d'avoir échoué. La narration dit le temps déçu, le temps déchu. Et il va essayer dans ce faible temps qui lui est imparti, ces petites journées, parce qu'en fait il récupère sa fille samedi matin pour la ramener chez sa mère le dimanche soir. Il va essayer de créer, il doit tout faire. Il doit la nourrir, donc voilà, ça c'est symbolique aussi. Jouer avec elle, il lui propose un jeu, lire avec elle, et en même temps pouvoir imposer des limites s'il le faut par rapport à son éducation. Mais tout ça lui paraît presque impossible, injouable en si peu de temps et tout seul. Et il est devenu aussi de plus en plus maladroit puisque il n'a plus l'habitude de la côtoyer. Il y a aussi le fameux temps des divorcés que vous appelez. Alors d'abord, il faut rappeler à l'ami auditeur que c'est un livre d'espérance pour ceux qui vivent la solitude ou ceux qui sont plus dramatiquement peut-être en instance de divorce. On ne révélera pas tout à fait la fin, mais enfin à la fin ça se termine bien quand même, quoi. Oui. Alors il y a le fameux temps des divorcés, donc page 125, je vous cite: ce temps des riens, des divorcés, ce temps pour rien dans la société des sans-appui, ce temps de silence, des oreilles qui bourdonnent, ce temps plat du week-end, le temps des surgelés, le temps des plats préparés que d'anonymes invisibles mains ouvrières ont cuisinés à l'ancienne, le temps du carton plié dans la poubelle, le temps de l'unique assiette du plateau télé, le temps de la cuisson chronométrée, le temps, à vrai dire, de la ressemblance d'un long couloir d'hôpital. C'est dramatique, mais tellement vrai. Oui, j'espère effectivement avoir visé juste dans la description. Et on voit bien ici combien la solitude est désarmante quand elle est subie. On pourrait ajouter aussi le célibat, les célibataires qui vivent aussi des instants de solitude. Aussi. Oui, complètement. Ils sont nombreux aussi en France, 13 millions je crois. Oui. C'est énorme sur une population de 60 millions. Et oui. Et puis finalement un papa qui commence comme tout papa quand les enfants sont jeunes, d'ailleurs je vois votre fils et votre épouse qui viennent de passer juste devant la vitre du studio de RCF ici à Vannes, ils sont d'ailleurs derrière, on les salue. Et donc un papa donc comme vous peut-être, comme tout papa d'ailleurs, commence la lecture du soir pour l'enfant. Alors lui il commence par: l'aube du jour commençait à poindre. Et souvent cette histoire-là, c'est pas le hasard, Olivier Risser. Ce n'est pas le hasard, c'est un clin d'œil du narrateur, puisque c'est le début d'un des chapitres de Don Quichotte. Évidemment, Zacharie n'en sait rien quand il commence cette phrase. Une petite note nous l'indique en bas de page. Et pourquoi ? Eh bien parce que ce Don Quichotte, tout le monde connaît les moulins à vent, mais il ne fait pas que ça, mais il se bat contre des moulins à vent. Il se bat aussi contre l'évidence, et il se bat aussi pour son rêve, pour sa Dulcinée. Et finalement, il finit par devenir ce qu'il pense être. Et il y a aussi un autre passage dans le récit où il est question de la triste figure. Alors ce n'est pas Zacharie qui est dit de la triste figure, mais une de ses pensées de triste figure. Et triste figure, c'est une expression qui est employée dans Don Quichotte à plusieurs reprises, le chevalier à la triste figure. Et puis pour finir, Olivier Risser, parce qu'on doit conclure cette émission, il y a aussi la figure du moine, ce paysan des cieux, je vous cite, qui découvre après Compli, dans son casier, une lettre très émouvante, très belle, rédigée par Zacharie, sans la révéler entièrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette lettre, Olivier Risser, pour conclure ? Eh bien, cette lettre nous apprend la teneur et l'importance qu'a eu la rencontre entre Zacharie et le moine. Et on voit que Zacharie est dans le remerciement. Et j'ai pensé, en faisant écrire cette lettre à Zacharie, à une des phrases de Cesbron, ce grand Gilbert Cesbron, ce grand romancier du XXe siècle. Il n'y a que 2 mots pour rentrer dans le royaume: merci et pardon. Et c'est ce que dit d'ailleurs Zacharie à un moment donné dans cette lettre. Ce qui est rappelé d'ailleurs dans les homélies ici à la cathédrale de Vannes régulièrement. Voilà, tout à fait. Et Zacharie, on apprend, je ne veux pas déflorer, mais on apprend que le moine a fait lire à Zacharie une des paraboles du Christ, et que cette parabole, elle a été probablement essentielle pour le soutenir dans son chemin de pardon. Voilà, merci Olivier Risser de nous avoir fait découvrir ce magnifique roman très poétique à plusieurs niveaux d'interprétation que tout le monde peut lire. Les camionneurs comme ceux qui souffrent de solitude et aussi les autres. L'épopée d'un camionneur d'Olivier Risser aux éditions Mediapol paru en avril 2023. À très bientôt pour votre nouvel ouvrage. Merci, au revoir. Merci beaucoup Ronan.